Bonjour, vidéo T004A sur un autre appareil photo, une autre marque d'appareil photo qui peut vous intéresser, dont les sirènes peuvent teinter à vos oreilles et vous donner envie si vous faites de l'argentique, si vous voulez vous lancer dans l'argentique ou si vous faites déjà de l'argentique et que vous voulez vous intéresser à Rolleiflex. Donc cette marque c'est Rolleiflex. Alors Rolleiflex est la marque commerciale d'une entreprise qui s'appelait Frank et Heidek à Braunschweig. Braunschweig étant une ville en Allemagne, donc c'est une marque allemande, voilà, et donc c'est une marque qui a fait faillite aujourd'hui, c'est un problème, et qui n'a pas eu de repreneur, donc voilà, donc, mais c'est une marque historique, ancienne, qui alors j'ai pas révisé, hein, et puis c'est pas un cours d'histoire non plus que je vous fais, moi c'est un cours d'achat, de présentation de matériel, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je l'ai choisi, ainsi de suite. Je m'en sers, pas très très régulièrement, mais je m'en sers quand même. Donc du coup, c'est c'est quelque chose, quand vous allez voir les photos que ça fait, ça peut vous donner envie. Et donc c'est une marque qui doit dater, je pense même d'avant la Première Guerre mondiale, hein, donc qui a plus de 100 ans, qui aurait plus de 100 ans maintenant, qui a commencé par des appareils enfin qui est connu pour ses appareils genre stéréoscope, choses comme ça. Donc c'est largement avant la Seconde Guerre mondiale et je pense que ça a dû exister tout de suite après la Première Guerre mondiale ou un peu avant, ou ainsi de suite. Enfin bon, je dis c'est un épiphénomène, oui et non, parce qu'il y a notamment un modèle qui est bien sympa à utiliser, que je n'ai pas, qui est le premier modèle qu'ils ont sorti, qui est ce qu'on appelle le Old Standard, c'est pas facile à dire, Old OLD, plus loin Standard STNDRD, 620, 622 et tout ça, qui sont les modèles. Voilà. Donc, c'est une entreprise ben, donc qui est fermée maintenant, qui faisait du matériel sérieux, bien, pas mal, largement comparable à Hasselblad. À la limite, on peut se demander si c'est Hasselblad qui est comparable à Rolleiflex. Voilà, quand on connaît bien Rolleiflex, quand on connaît bien Hasselblad, bon, Hasselblad, c'est les petits joueurs du Nord, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Hasselblad a eu un bien meilleur succès commercial que Rolleiflex, c'est indéniable, puisque Hasselblad, peu ou prou, l'entreprise existe toujours aujourd'hui, même s'il ne fabrique plus de Hasselblad série V. Ce qui est une erreur. Mais voilà, on peut dire que si on dit que Hasselblad est mort avec la fin de la série V, Hasselblad est mort avant Rolleiflex. Et si on admet que le fait qu'on vende des appareils photo chinois ou japonais avec des objectifs Fuji dessus et que ça s'appelle un Hasselblad, Hasselblad existe encore. Ceci étant dit, alors Rolleiflex a diversifié sa production dans tous les domaines de la photographie. C'est-à-dire qu'il y a des 24-36, il y a eu des Rolleiflex en format 110, en format pocket, ce qu'on appelle le format pocket, le 110. J'aurais pu en amener un d'ailleurs, ça aurait été marrant. Ils ont fait du 126, donc le format 110 et le format 126 c'était des formats inventés par Kodak destinés aux amateurs, où le chargement était simplifié parce que le film était contenu dans une petite cassette en film, une petite cassette en plastique qu'on mettait dans le dos, on refermait la porte, et voilà, c'était idiot proof, il n'y avait aucune possibilité de se tromper. Voilà. Donc ils ont fait des appareils photo en 16 mm format espion, un peu plus gros qu'un Minox, mais voilà. Ils ont fait du 24-36 et ils ont fait surtout
du moyen format. Voilà. Et donc, au début, ils ont fait des relais flex bi-objectifs. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les relais bi pour bi-objectif. Donc, ce sont des boîtiers qui ont deux objectifs, comme leur nom leur indique, et qui ont donc un objectif qui sert à la visée. Voilà, donc il y a de la lumière qui vient de trucs comme ça, donc on a une visée par le dessus, comme sur le Hasselblad, hein, voilà, voilà, donc ça c'est le montant de masse nette, voilà, et il y a un objectif de prise de vue, voilà. Alors, ils ont décliné ça en deux gammes, la gamme relais flex, professionnelle, relais flex, et la gamme relais corde pour les pauvres, voilà, pour les amateurs, voilà. Donc je vais faire la présentation rapidement et puis on reviendra dessus. Cette gamme-là a perduré jusque dans les années 70-80, où ils ont abandonné le dernier modèle intéressant qui est le 2.8F, même si après il y en a eu d'autres qui ont été fabriqués, notamment le 2.8G et GX, voilà. Mais on en parlera plus en avant. Ils ont eu une gamme à obturateur focal qui était la gamme SL66, c'est pareil, il y a plusieurs modèles, et ils ont eu une gamme à obturateur central qui est la gamme qui va du SLX au HI6. Voilà. Donc il y a eu plusieurs modèles qui ont certaines compatibilités, mais c'est la même famille qui a évolué. Voilà. Ça a commencé avec le SLX dans les années 70, 74, 76, quelque chose comme ça. Et ça s'est fini avec le i6 il y a 5 ans, quoi, avec le HY6-2, modèle 2, quand ils ont fermé la boutique il y a 4 ans, 5 ans maintenant. En 2019, c'est dû faire faillite, je ne sais pas, oui, il y a 4 ans, 5 ans à peu près. Voilà. Bien sûr, toutes ces gammes sont totalement incompatibles les unes avec les autres, hein. Vous ne pouvez pas mettre un objectif de SL66 sur un boîtier SLX ou sur un boîtier HI6. Voilà. Et puis, bon, quant au boîtier bi-objectif, les objectifs ne sont pas interchangeables. Donc, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça, vous expliquer pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'en ai pas acheté, et voir pourquoi je n'en ai pas acheté. Ainsi de suite. Donc on va commencer par le relais flex bi-objectif. Alors le relais flex bi-objectif a ses aficionados, des gens qui en sont très très contents. Et c'est vrai que quand on va faites une recherche sur Flickr, vous cherchez, alors ça va pas être évident à trouver. Vous cherchez relais flex bi-objectif ou relais de 8F par exemple, et vous cherchez des groupes. Là, il ne faut pas chercher des photos, il faut chercher des groupes. Vous cherchez relais flex, vous cherchez des groupes. Et comme ça, les groupes vont vous permettre de trouver après les photos des gens qui postent des photos faites avec ces boîtiers-là. Voilà. Donc, le relais flex a ses aficionados. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça pas très pratique, voilà, parce que, alors, j'ai un relais flex, je vous le montre pas parce qu'il est à moitié démonté, voilà. J'ai un relais flex bi-objectif, mais il est à moitié démonté, et j'ai eu la flemme de le remonter pour le présenter, et en plus, bon, il fonctionne pas. Alors, ces appareils se révisent encore au jour d'aujourd'hui, et je mettrai en lien, je mettrai l'adresse en dessous de Relate, qui est un petit gars bien sympa qui révise les relais flex de manière professionnelle, c'est-à-dire qui a été formé par quelqu'un qui a été lui-même formé chez Relais Flex, qui est Gérard Métro, et
il a l'outillage et il a les pièces détachées d'origine. Voilà. C'est pas un bricolo qui fait ça sur le coin de sa table de salon en regardant TF1. Donc, quelle est la différence entre un relais corde et un relais flex? La différence majeure, c'est que l'avance du relais flex est couplée à l'armement de l'obturateur et utilise une manivelle. Les relais cordes, alors je ne suis pas un spécialiste du relais flex, mais les relais cordes jusqu'au modèle 5, donc au modèle V, VA, VB, il y a eu donc 3 relais cordes V, le V, le VA et le VB. Voilà. Je mettrai un lien vers un site historique de relais flex où vous allez voir toute la généalogie, tous les modèles et ainsi de suite. Et c'est intéressant pour pouvoir télécharger le mode d'emploi si vous en avez un, parce que je vous conseille de lire le mode d'emploi avant d'en acheter un. Voilà. Et donc les relais flex ont l'armement à droite et la mise au point à gauche. Voilà, la mise au point à gauche et le déclencheur en face avant. Les relais cordes, c'est un peu varié. Voilà. C'est un peu varié. Donc ça, c'est un relais corde 2, de 1936. Donc, il va bientôt, dans 17 ans, il a 100 ans. Qui était fait pour le marché français, parce que au dos, c'est écrit en français. Voilà. Il y a même la petite plaquette rivetée de Photoplay Paris qui devait être le distributeur à l'époque des modèles relais flex. Voilà. Alors ça, c'est un thème de collection formidable. Il y en a eu après avec des petits pins à émailler, des petites plaques émaillées pour Telos, par exemple. Telos était aussi était l'importateur suivant de relais flex. Et chez Leica, il y a Tiranti qui était l'importateur italien, choses comme ça, qui mettait aussi ses plaquettes. Voilà, donc c'est un sujet de collection. Moi, je ne l'ai pas acheté pour ça. Et donc, le relais corde, lui, a l'armement, comme l'armement et l'avancement ne sont pas couplés, pour les anciens relais cordes, parce que sur le VB aussi c'est couplé, et puis donc il a la bague de mise au point à droite et l'avance à droite, et finalement il n'y a rien, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là, il n'y a rien sur le côté gauche, parce que le relais flex, en fait, vous faites votre mise au point, bouton gauche. Après, vous voulez déclencher. Ah oui, mais le déclencheur, en fait, il est plutôt fait pour être tenu comme ça, le déclencheur. Et puis après, vous voulez avancer, ok, et vous voulez refaire la mise au point. Donc on est tout le temps en train de changer de main. Donc, s'il y a bien un accessoire qui est indispensable sur le relais flex biobjectif, c'est la courroie. Sans courroie, tôt ou tard, ça tombe. Voilà. Parce que vous êtes tout le temps en train de changer main gauche, main droite, main gauche, main droite. Personnellement, je trouve ça fatigant. Voilà. Alors ce relais corde de 1936, qui a un objectif Triotard Carl Zeiss, Carl Zeiss Jena, mais avant la Seconde Guerre mondiale, tous les Carl Zeiss étaient Jena, voilà, parce que Jena était l'usine principale de Carl Zeiss, et a un système assez ingénieux de petits leviers, là. Donc je pousse à droite pour armer mon obturateur et je tire à gauche pour le déclencher. Je pousse, je tire. Alors je peux faire des doubles expositions, voilà. Parce que le corollaire de c'est pas couplé, c'est je peux faire des doubles expositions. Voilà. Et je fais ma mise au point bouton droit, et puis j'arme si j'ai oublié d'armer, je déclenche, pouf, et voilà, c'est fait. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça très pratique. Effectivement, c'est sympa à utiliser, c'est pratique, et voilà. Bon,
Alors, je vous montre pas l'intérieur du dépoli parce que, une fois de plus, ça prouve que les ingénieurs allemands sont sadiques. Voilà, parce que le dépoli est sombre. C'est magnifique comme c'est sombre. Je veux dire, c'est impossible d'imaginer quelque chose d'aussi sombre. Voilà. C'est-à-dire que grosso modo, vous rentrez à l'intérieur d'une église. La mise au point, il faut s'accrocher. Hein. C'est vraiment... voilà, voilà. Alors, les artisans sont éventuellement capables, sur certains modèles, de vous adapter des verres de visée modernes. Voilà. Alors, la clarté de la visée va être fonction de l'objectif de visée, bien sûr, du F sur D de l'objectif de visée, de l'état du miroir, parce qu'à l'intérieur, il y a un petit miroir à 45 degrés, et de la qualité du dépoli. Ça, c'est un dépoli, c'est du verre poncé, hein, oui, c'est du verre ou du plastique, je ne sais pas, mais enfin bon, il n'y a pas de lentilles de Fresnel et ainsi de suite. Donc déjà, les verres modernes, il y a des lentilles de Fresnel. La lentille de Fresnel, c'est une lentille un peu particulière. C'est une lentille qui était aplatie, voilà. Et ça permet de refocaliser, de renvoyer la lumière vers la pupille de l'œil. Et donc, du coup, on voit c'est tout de suite plus lumineux. Alors effectivement, il y a moyen d'avoir un Rolleiflex avec une visée correcte. Et les dernières versions de Rolleiflex, qui sont les 28GX ou 28G, 28GX, ont des viseurs tout à fait modernes et tout à fait clairs et tout à fait utilisables. Enfin bref. Voilà. Donc, le Rolleiflex est un appareil photo biobjectif. Alors, ils ont tous des modes de chargement bizarres. Donc, il faut vraiment lire le mode d'emploi pour ça. Donc, il faut vraiment télécharger le mode d'emploi sur le site pour voir et le charger correctement. Parce qu'il y en a qui utilisent des fenêtres. Voilà. Il y en a qui utilisent des fenêtres. Alors, je ne sais pas si... Alors, hop, on met du blanc derrière, on tourne. Voilà, donc il y a une petite fenêtre rouge là. Voilà, donc il y a une fenêtre rouge qui est là. Il y en a qui ont une fenêtre rouge sous la semelle. Il y en a qui ont une fenêtre rouge au dos. Il y en a qui ont les deux fenêtres. Voilà. Et ensuite, il y en a qui n'ont pas de fenêtre, mais qui ont un système d'avance automatique. Sur la série Hasselblad et sur les dos, je vous ai expliqué que l'avance était théorique. C'est-à-dire que M. Hasselblad a dit je fais confiance à M. Kodak et M. Kodak m'a dit que, grosso modo, alors, je rembobine et puis je vois que j'ai changé de bobine, donc à tout de suite. Donc M. Kodak a dit que, grosso modo, je peux vous garantir que... Donc ça, c'est un papier dorsal d'un film 120 que j'ai développé. A dit que, grosso modo, à partir du moment où vous voyez la flèche, on va débobiner et exactement à cette distance-là, on va avoir le scotch qui va tenir le film et le film va commencer à cette distance-là. Et vous pouvez me faire confiance sur cette distance-là. Et après, vous voyez, donc on a une série de flèches. Et après, on a une série de numéros. Voilà, on a une série de numéros. Et on a des numéros en haut, au milieu et en bas. Et ils ne sont pas alignés. Alors ça, c'est fait exprès, ça. Et c'est très intelligent de la part de M. Kodak, parce que ce film-là, il va dans des appareils 6.6, il va dans des appareils 4,5-6, il va dans des appareils 6,9. Et par un choix judicieux de la position de la fenêtre rouge, l'appareil ne montre que les chiffres qui l'intéressent, lui, et pas les autres. Voilà. Et c'est là où M. Rolleiflex est très intelligent, parce que au lieu de mettre la fenêtre au dos, comme on le verra sur le Lubitel, qui est un 6.6 pas cher, qui est une copie russe d'un 6.6 Voigtlander, qui est le brillant, le Voigtlander brillant, et bien,
messieurs Franck et Hidek ont mis la fenêtre en dessous. Voilà, ce qui évite à la fenêtre de prendre trop la lumière. Voilà. Et donc du coup, on avance jusqu'au 1, mais jusqu'au 1 du 6-9. Voilà. Donc quand on va débobiner le bazar, je débobine. Si je mets le 1 du 6-9 en bas, alors si je mets le 1 du 6-9 en bas, voilà, donc la ligne de pointillé c'est un 1. Et bien grosso modo, alors il y a le rayon de courbure du dos, et ben on voit que le 1 du 6-6, lui, il est au milieu du dos. Voilà. On voit que le 1 du 6-6, il est au milieu du dos. Le 6-6, alors, hop, attention de ne pas rien faire tomber. Donc le 6-6, ça correspond aux numérotations qui sont au milieu. Voilà, aux numérotations qui sont au milieu. Et le 4,5-6, donc ça c'est le 6-9, et de l'autre côté c'est le 4,5-6. Voilà. Parce qu'il y avait des appareils photo qui utilisaient ce principe-là, qui étaient en 4,5-6. Moi je vous parle de 6-6 parce que un leitmotiv de faire de l'argentique peut, une des nombreuses possibilités de l'argentique est aussi de faire du format carré, qui est le format 6-6. Voilà. C'est faire des photos dans un appareil qui est dans une autre proportion de format, vous donne à travers le viseur une autre vision de votre sujet, une autre façon de cadrer. Alors bien sûr, on peut se dire, mais, nous sommes des êtres intelligents et nous sommes capables de choisir notre cadrage dans un format rectangulaire en se disant je vais recouper les bords à gauche, les bords à droite, je vais recouper comme ça, je vais faire un format carré, un format dans les proportions 6 par 7, dans les proportions 6 par 8, 6 par 9, ou 6-6, ou au contraire couper le haut et le bas et faire un panoramique. Bien sûr qu'on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire, mais on ne le fait jamais. Quoi. Voilà, on le fait très très rarement. Ou si vous le faites, bravo. Voilà, c'est très bien. Alors, votre inconvénient, c'est que, vous voyez, ça c'est, vous voyez, tu le poses à peine que ça se débobine. Donc quand tu mets le film dans l'appareil, fais très attention à ce que ça ne débobine pas. Par rapport à celui-là qui est embobiné depuis à peu près 50 ans, lui, il se débobine pas comme ça. Et alors je vérifie un truc, non, c'est pas marqué. Parce qu'il y en a où c'est carrément marqué en face des flèches, format 6.9, format 6.6, format 4,5-6. Bien sûr, c'est des trucs qui ont été formalisés en 1900-1910, parce que le format 120 et le format 620 sont des formats de films très 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 anciens. Très très anciens, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on peut trouver des appareils photo de 1900, 1930 qui utilisent du film que l'on fabrique toujours. Voilà, que l'on fabrique toujours. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté rapidement les 3 gammes que l'on va faire. Pour faire des vidéos courtes, je pense que... Alors, le Rolleiflex je vais finir le Rolleiflex biobjectif et puis après, il y aura la B sur le SL. Ça va être très rapide parce que je n'en ai pas. Et puis après, sur les séries SLX. Donc, le Rolleiflex B... il y a un accessoire qui est indispensable, c'est la courroie, ça c'est sûr. Il y a différents modèles qu'il vaut mieux éviter pour des problèmes de pièces détachées, pour des problèmes de fiabilité ou pour des problèmes de qualité optique. C'est-à-dire que les Zeiss Opton sont prompts à avoir des décollements que n'auraient pas les Zeiss Oberkuchen ou les Zeiss Carl Zeiss Jena. Alors Zeiss Opton, c'est marqué sur l'objectif, hein, donc on ne peut pas se tromper. Il y a les Rolleiflex Magic qui ont un posemètre sélénium intégré avec un automatisme.
avec un automatisme d'exposition. À ne pas confondre avec les Rolleiflex automatiques où le automatique se réfère à automatique au chargement. Voilà. Donc ces Rolleiflex sont très faciles à reconnaître parce qu'ils ont une face avant toute plate. Voilà. Ils ont une face avant toute plate. Là, il y a un gros bloc sélénium énorme et ils ont une face avant toute plate en tronc de prisme un peu biseauté, voilà. Et donc ceux-là, ils sont à éviter parce que, comment dire, si le sélénium est pas bon, l'appareil est pas bon et puis c'est pas réparable, quoi. Et il y a des problèmes de pièces, peut-être, je pense. Enfin, moi, on m'a dit de les éviter, donc je les ai évités. Donc, toc, toc, toc. Et puis c'est à peu près tout. Alors, Rolleiflex, l'entreprise, c'est Franck et Edek, jusqu'à très longtemps. Et puis, comme Leica, comme ils ont été en faillite plus ou moins permanente à partir de 1970, et donc ils ont eu une ou deux faillites assez sérieuses, et puis la troisième était la dernière et la fatale, quoi. Et donc, Rolleiflex au début ne fabriquait pas d'objectifs, n'avait pas d'unité de production d'objectifs. Et donc Rolleiflex achetait chez Schneider ou chez Zeiss des objectifs pour les monter sur ses boîtiers. Et donc jusqu'à une certaine période, quand c'est marqué Zeiss dessus, ça sort réellement des usines Zeiss. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas des séries SL et SLX, des séries SLX du moins. Et donc, ce qui leur permettait de se payer le luxe, de tester les objectifs et de refaire des colis pour renvoyer chez Zeiss ou chez Schneider-Kreuznach en disant bah non, ça c'est là il y a un truc, ça va pas, on n'en veut pas. Voilà. Et donc du coup, les objectifs sont généralement bons, très bons sur ces boîtiers-là. Il n'y a pas de souci majeur, sauf je vous dis, bon, avec l'histoire des Zeiss Opton, où là, ils ont dû faire un truc, ils ont dû changer la colle avec quelque chose qui ne va pas, et donc il peut y avoir des décollements de lentilles. Et donc autant les éviter si possible. Autant éviter des objectifs avec décollement de lentilles. Voilà. Après, donc chez Zeiss, les objectifs, alors les Rolleiflex avaient des planards, alors que les relais cordes avaient des tessards, avaient donc des objectifs plus simplifiés, plus simples, moins chers forcément. Chez Schneider, il y avait les Xenotar et il y avait les Xenar. Voilà. Alors, Tessar, Xenar, c'est quoi? Alors, Tessar, c'est le nom d'une formule optique calculée par Rudolph en 1898 ou quelque chose comme ça, 1900. Et donc, c'était le nom qu'il y avait sur la patente de la formule optique. Donc, c'est le nom de la formule optique. Et Xenar n'est jamais que la copie du Tessar fait par Schneider. Planar, c'est aussi une formule optique calculée par Rudolph, et de chez Zeiss. Et donc c'est un double Gauss 6 lentilles et qui a été, alors double Gauss 6 lentilles, donc l'objectif de Gauss c'est un triplet et alors je ne sais pas qui a eu l'idée, mais quelqu'un a eu l'idée de faire un double Gauss, c'est-à-dire on met deux objectifs de Gauss dos à dos et les aberrations de l'un sont corrigées par les aberrations de l'autre. Donc c'est le principe de symétrisation des objectifs. Voilà. Le Tessar, donc qui n'est pas un objectif symétrique, est quand même relativement bon, même au jour d'aujourd'hui, même avec les
les critères aujourd'hui de qualité, c'est un objectif qui est relatif, qui est bon. Voilà. Ça ouvre pas beaucoup, les premiers Tessar ouvraient à 6,3 et on trouve des Tessar jusqu'à 2,8. Puisque par exemple l'objectif de mon Hasselblad 1000F c'était un Zeiss Opton Tessar 2,8, voilà, qui n'était pas bon, mais voilà, donc ils ont réussi à pousser la formule Tessar jusqu'à 2,8. Parce qu'il y a eu des nouveaux verres et des choses comme ça. Xenar, j'en ai pas eu, donc, mais paraît-il que c'est très bien. Et Planar, alors le Planar et le Xenotar ont existé tous les deux en f3.5 et f2.8. Donc vous aviez les Roleflex 3.5 qui avaient un objectif qui ouvrait à 3.5 et les Roleflex 2.8 qui ouvraient un objectif qui ouvrait à 2.8. Après, la lettre derrière, alors C, D, E, F, G, c'est la génération du boîtier. Voilà, donc vous pouvez avoir moi j'ai mon 2.8 que j'ai, c'est un 2.8 C2, voilà, donc c'est génération C-2. Vous avez des 2.8F, vous avez des 2. Enfin voilà, donc comme je vous envoie le lien vers le truc, vous allez vous amuser à défiler là-dessus, il y en a pléthore, donc c'est très difficile, c'est pas que c'est très difficile. Il faut savoir ce qu'on achète. Donc il faut fouiller quand vous voyez une annonce sur eBay ou sur le Bon Coin, mais il faut regarder ce qu'il y a et ainsi de suite. Est-ce que les petits leviers sont en plastique ou en métal? Est-ce qu'il y a un levier sur le côté? Est-ce qu'il y a une manivelle comme ci? Est-ce que le numéro du boîtier renvoie, parce que du coup on ne peut pas faire confiance au numéro de l'objectif. Le numéro du boîtier, où est-ce qu'il renvoie exactement à quel modèle c'est, et puis vous voyez le mode d'emploi, et puis vous voyez si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est typiquement pas le truc à acheter sur un coup de tête. Voilà. Non pas qu'on puisse mal tomber, mais on peut peut-être payer trop cher un modèle par rapport à un autre. De mémoire, ça, j'ai dû le payer 60 €. Voilà. Donc, c'est pas forcément cher. Hein. C'est pas forcément cher. Voilà. 60 €. Voilà. De toute façon, ce genre de boîtier-là, comptez une révision. Voilà. Vous venez d'acheter ça. S'il fonctionne, tant mieux. Mais quand vous allez faire 2 films, 3 films, 4 films, si vous prenez à l'argentique, offrez-lui une révision tant qu'il y a des gens qui sont capables de le réviser. Hein, enfin, des gens sérieux qui sont capables de le réviser. Voilà. Et ainsi de suite. Chez Rolleicord, c'était une autre gamme d'objectifs. Donc là, on avait un Triotard, donc qui était une version simplifiée du Tessar quand le Rolleiflex avait un Tessar, et ainsi de suite. Et puis quand les Rolleiflex ont eu des Planars et des Xenotar, les Rolleicord ont eu droit au Tessar ou au Xenar de chez Schneider. La chose à laquelle il faut faire attention quand on achète un Rolleiflex biobjectif, c'est que la platine avant n'est pas reçue de choc, n'est pas reçue de coup. Et le meilleur moyen de s'en apercevoir, déjà, c'est de faire jouer la mise au point et qu'il n'y ait pas de point dur et qu'il n'y ait pas de choc et qu'il n'y ait pas de trucs comme ça. Et puis on la met un peu à mi-course et on regarde par rapport au boîtier comment ça touche. Pas comment ça touche, mais comment c'est parallèle. Voilà. Alors, ça va être difficile de vous le montrer parce que c'est noir sur noir. Et noir sur noir, plus d'espoir, hein, Johnny. Et donc du coup, voilà, elle fait la mise au point. Je vais essayer de faire briller les zones. Ça va pas être. Ah oui, voilà. Tac, la brillance est là. Hop, je me mets là comme ça. Voilà. Tac, tac. Donc vous voyez, il y a un petit interstice. Il y a un petit interstice. Donc on a du noir brillant qui est le porte-objectif et on a du noir mat dessous. Voilà.
Alors, sur d'autres modèles, ça peut être chromé, ainsi de suite, ça varie. Et donc ça, c'est important que ça soit bien parallèle au boîtier, parce que c'est monté comme ça. Si c'est pas parallèle au boîtier, il y a eu un souci, il y a eu un démontage, comme ça, c'est que c'est pas bon. Soit vous faites chuter le prix, soit vous passez votre chemin, c'était bricolé, c'était mal fait, c'était mal réparé, choses comme ça. Parce que c'est le point de fragilité de ce système-là, parce qu'il y a des glissières, il y a des rails, il y a des guides, il y a une cam, et ainsi de suite, pour faire bouger le truc ensemble. Et si c'est faussé, c'est très compliqué à faire réparer. C'est réparable tant qu'il y a des pièces. Hein, parce que, moi, celui-là, quand je l'ai fait réviser, il m'a dit, tiens, je t'ai changé le cuir. Ben, il m'a mis une pièce détachée qui datait de 1930. Elle n'était pas forcément de 1930, mais c'est une pièce détachée qui venait de chez Rolleiflex, qu'il avait acheté dans les années 80, 90, ou voire avant. Hein. Je ne sais plus quand Gérard Métro a commencé à faire les Rolleiflex, mais voilà, donc c'est parce qu'il était prévoyant qu'il a pu réparer, me changer, me remettre un cuir neuf. Quoi, voilà. Et pareil, il m'a changé le miroir de visée. Il m'a mis une pièce détachée neuve qu'il avait achetée il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Voilà. Donc toujours aller chez le ou les artisans qui ont réellement les pièces. Voilà. Sur ce, cela va conclure donc la T004A, présentation du Rolleiflex bi-objectif notamment, et de la gamme relais en général. Comme d'habitude, soyez éco pour essayer de comprendre, d'optimiser. Donc là, il va falloir essayer de comprendre et d'optimiser avant d'essayer. Donc il faut aller sur les sites historiques pour le Rolleiflex bi-objectif. Hein. Pour le Rolleiflex bi-objectif, il faut aller sur les sites historiques pour voir les différents modèles, voir les améliorations d'un modèle à un autre. Et voilà. Et si vous êtes intéressé par le Rolleiflex bi-objectif, Rolleiflex Rolleicord, hein, Rolleiflex Rolleicord, pour moi c'est la même chose. Hein. Vous allez le choisir pour l'objectif qui est dessus, tout simplement. Est-ce que vous voulez un planard de 8? Est-ce que vous voulez un planard 3.5? Est-ce que vous voulez un Tessar? Est-ce que vous voulez un Triotard? Moi j'ai pris ce modèle-là parce qu'il y avait un Triotard dessus. Voilà. Parce que le Triotard est censé avoir un bokeh en bulle de savon, et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un Triotard et voir ce que ça donne. Voilà. Aussi simple que ça. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.